Guéry d'avoir fait l'introduction et d'avoir instillé le doute qu'on n'est pas totalement des ordinateurs. Et donc l'objectif de cette présentation en 25 minutes à peu près, donc il faut aller assez vite, je veux vous démontrer qu'on est manipulé, et oui, Agile nous manipule aussi, et vous pouvez manipuler les autres. Donc ça s'est basé sur des études d'économie, en fait, économie comportementale. Donc manipuler au départ de votre plein gré, je vais vous montrer, j'espère que vous êtes beaucoup moins rationnel que vous ne le croyez. 2, que Agile en joue. C'est peut-être bien d'ailleurs, faut mettre bien. Parce que Agile est bon. Et ensuite, je vous montrerai de donner 2 petits trucs pour utiliser dans votre vie de tous les jours, pour voir si ça marche. Je serais très curieux de voir les feedbacks de votre part. On va faire une quiz aussi, on ne va pas rester trop chiant. Donc, est-ce que c'est l'épreuve du principe agile, la manipulation? Je vais vous montrer des exemples. On fera un peu de théorie vite fait sur le gaz, système 1, système 2, pour ceux qui connaissent, je vous expliquerai brièvement. Des petites astuces pour vous, puis une conclusion rapide. En 25 minutes, on ne peut pas faire beaucoup plus. Donc le quiz, qui connaît vous connaissez, oui. Et qui voit quelle est vraiment celle que vous voyez la plus longue? D'accord. Donc vous savez que A égale B, tout le monde sait ça, parce que vous êtes obligé de réfléchir que A égale B, mais en réalité, on voit A plus grand que B. T'as beau le savoir, tu es obligé vraiment d'effacer avec tes yeux, de ne pas voir sur le côté. J'aime celui-là, il est vachement sympa. Là, il y a quelle couleur là, vous voyez ouais, là c'est parce qu'il y a le rétroprojecteur. Mais bon, vous voyez quoi? Bon, orange, je pense. Et là, c'est bleu? Marron. Ok. La réalité, c'est ça. Alors bon, il y a ma femme qui m'a dit, écoute, là, t'exagères, franchement, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a un truc... Alors je lui dis, écoute, on va faire ça, on va expérimenter. Tiens, c'est de l'agile, ça, expérimenter. Oh, c'est marrant, étonnant. Alors ce qui est étonnant, c'est souvent utilisé pour vous montrer l'irrationalité, un peu comme une métaphore, si vous voulez, de montrer l'irrationalité, parce qu'il faut savoir que le système visuel est le plus consommateur d'énergie pour le cerveau. Donc c'est le truc qui bouffe toute votre énergie, la grande partie de votre énergie. Et malgré cela, c'est un système qui n'est pas du tout binaire, c'est pas très informatique. Comment fonctionne-t-il? Il fonctionne selon le contexte. Et contextuellement, ça, on le voit orange. Donc on est capable de voir les choses dans un contexte et on compare les choses les unes par rapport aux autres. Notre cerveau n'est pas un ordinateur, notre mémoire n'est pas une banque de stockage. Donc ça, c'était une chose intéressante parce que ça a remis en cause un principe. Alors moi, j'ai fait des études d'économie, l'agent économique rationnel. Donc un homme compare des coûts et des avantages. Vous êtes venu à la conférence Agile, bon, peut-être que vous avez été payé par le patron, c'est autre chose, mais bon, pour ceux qui sont venus de leur poche, coûts, avantages. Aller à Agile ou sortir au resto. Voilà, vous avez fait, tout le temps vous faites ça, c'est évident. Et en fait, on n'est pas du tout des agents économiques rationnels. Voilà. Alors, un petit quiz. Il faut 5 machines et 5 minutes pour fabriquer 5 chemises. Combien faut-il de minutes pour 100 machines pour fabriquer 100 chemises? Bon, là, je parle à les ingénieurs. 100 minutes, 5 minutes. Bon, qui avait bon? Ah ouais, quand même, ils sont bons. Alors, je vais vous parler d'un phénomène qui s'appelle l'ancrage et qu'on utilise, enfin, moi je pense qu'on l'utilise dans l'agile. Et je vais vous raconter une expérience qui est assez extraordinaire. Donc, c'est les psychologues, ils ont du temps à perdre, ils demandent aux étudiants de faire une estimation de prix de 6 produits. Donc, on a 2 produits de type informatique, 2 produits de type du vin, du bon vin, du pas bon vin, et puis des trucs de loisirs. Et on leur demande d'écrire le numéro de sécurité sociale. Alors aux États-Unis, les 2 derniers digits du numéro de sécurité sociale sont aléatoires. Donc c'est vachement bien quand vous faites des études parce que vous avez un tirage aléatoire pour une population qui est bien répartie. Et on demande aux gens, pour ces 2 derniers numéros,
est-ce que vous êtes prêt à acheter ces biens? Est-ce que pour 79 $, tu es prêt à acheter une souris avec un trackball? Est-ce que tu es prêt à acheter un clavier? Est-ce que tu es prêt à acheter la bouteille, etc. Alors, qu'est-ce qui est extraordinaire là-dedans? C'est que selon votre numéro de sécurité sociale, s'il est élevé ou s'il est bas, vous allez avoir des écarts très importants d'évaluation. Et de combien de pourcents dans votre avis? Entre 100 et 60%. C'est-à-dire, on a introduit un chiffre qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on parle. Et ça va servir d'encre. Ce chiffre va servir d'encre. L'écart d'évaluation, c'est sur la deuxième question. On demande combien ils sont. Oui, combien ils sont prêts à payer. Merci, il a vu l'étude. Ouais. Donc en fait, on va demander aux gens combien ils sont prêts à payer et ils vont estimer avec des écarts d'évaluation de 100% à 60%. Merci. Quelqu'un qui l'étude. Merci. Donc ce que je veux dire, on a introduit un chiffre qui est une encre, qui n'a rien à voir. Et on va commencer à raisonner par rapport à ce chiffre. Ça fait peur. Oui. Si je suis le seul, on passe, c'est pas grave. Ouais, moi, j'ai rien compris. Oui, j'ai pas été clair. 119 $. Ouais, alors je reviens. Et je remercie. Donc, on demande aux gens de mettre leur numéro de sécurité sociale en face des chiffres. D'accord? On leur dit, est-ce que vous êtes prêts d'acheter à ce prix-là? Oui, non. Et après, on leur dit, quel est le prix que vous êtes prêts à payer? C'est beaucoup plus clair, je pense. D'accord? Merci. Je suis un peu traqueux, comme dit Gary. Donc on a un écart entre 60 et 100% dans l'estimation. Donc c'est quelque chose de vraiment incroyable, parce qu'un chiffre qui n'a rien à voir avec ce dont on parle va influencer vos estimations. Et bien évidemment, vous demandez aux gens, est-ce que vous croyez que votre numéro de sécurité sociale a un impact sur cette évaluation? Tout le monde va dire, voilà, on ne la fait pas à moi. Donc, on met un chiffre, tout va commencer à tourner autour de ce chiffre, et ça va générer un résultat particulier. Alors moi, je vois une pratique agile, évidemment pratique, le planning poker. On met une tâche. Oui. Je ne comprends pas la conclusion de l'étude. C'est-à-dire, il n'y a pas eu le test de demander l'estimation sans l'introduction du chiffre de la sécurité. On leur a demandé après, une fois qu'ils ont mis leur chiffre de numéro de sécurité sociale, on leur a demandé après de donner un chiffre sur lequel ils sont prêts à payer les biens qui ont été faits. Mais un pourcentage, ça se calcule par rapport à un différentiel, du coup, c'est un pourcentage par rapport à quoi? Ah oui, ah ouais, je suis dans le gaz. Hein. Bon, et on recommence tout. Ok, c'est bon. Ouais, le prochain sera meilleur. C'est-à-dire que ceux qui avaient des numéros de sécurité sociale élevés ont eu une estimation 100% supérieure en termes de prix à ceux qui avaient des numéros de sécurité sociale faibles. D'accord? Donc quelque chose qui n'a aucune valeur en réalité va influencer ton estimation. Ok? Donc le planning poker, pour moi, est quelque chose... On va éviter cet ancrage, puisqu'on va comparer les choses les unes par rapport aux autres déjà, et on va mettre une encre. L'équipe va décider d'une encre. Ça, c'est ma tâche qui fait 3 points, et on va tout adapter par rapport à cette tâche-là. Donc c'est une façon de jouer avec ce biais cognitif et d'éviter ce biais cognitif. Parce que le fait de mettre l'ancrage va éviter de partir dans des estimations qui sont foireuses. On a des vélocités différentes selon les équipes. Parce que chaque équipe a choisi son point de référence. Juste une petite chose, ce qui est très intéressant, c'est qu'au sein d'une même famille, les gens sont capables de dire ce qui est plus cher et ce qui est moins cher. C'est-à-dire tout ce qui est relatif, le cerveau humain le fait très bien. Mais tout ce qui est absolu, le cerveau humain n'est pas du tout câblé pour ça. Ça a été beaucoup plus clair sur la fin? Ok, j'espère que celui-là va être un peu moins... un peu plus sympa. Le persona. Alors le persona, c'est une technique qu'on utilise pas seulement dans l'agile, on l'utilise dans le marketing aussi. Et donc je vais vous l'expliquer. Avec Staline a déclaré: la mort d'un homme est un drame, la mort d'un million, ce sont des statistiques. Quel rapport avec le persona? Alors, je vais vous poser une question. Ça, c'est Rokia. Elle a 6 ans, elle vit dans un village du Zimbabwe.
elle n'a pas accès à l'eau potable, ce qui la rend souvent malade. Et Rokia a besoin de vous. Est-ce que vous êtes prêts à aider Rokia? Maintenant, imaginez que je vous dise, il y a 20 000 enfants qui souffrent de manque d'accès à l'eau potable au Zimbabwe. Est-ce que vous serez prêts à aider de la même chose, à répondre de la même façon à cet appel à l'aide? Tu donnes plus? Tu donnes 20 000 fois plus. Ok, là je suis... En réalité, non. La majorité des gens, vous êtes des exceptions et c'est parfait, la majorité des gens considèrent que si je mets quelqu'un devant eux et que je raconte une histoire à propos de cette personne, ils vont considérer, ils vont donner 2 fois plus. Et alors, si vous n'aimez pas les comptables, si on demande aux gens pour le fun de faire un exercice comptable juste avant, juste pour le fun, c'est une side effect, une petite parenthèse, on donnera moins d'argent. D'accord. Juste parce qu'on verra tout à l'heure, on active une zone cérébrale qui est rationnelle et on va diminuer notre niveau d'empathie. Donc, le principe est le suivant, on aide Rokia, on aide quelqu'un parce qu'il y a une histoire, on la voit, elle est sympa, elle a des grands yeux, des yeux d'enfant, généralement, on aide plus les gens qui ont des grands yeux. Donc maintenant, vous avez des utilisateurs. Ça, c'est vos utilisateurs, votre équipe va développer pour les utilisateurs. Et puis là, on a, il ne faut pas aller trop élevé dans le nombre de personas, mais on a des utilisateurs, ils ont un nom, ils ont un visage, une histoire. Et donc là, on va les aider. Alors j'ai eu une conversation sur le web avec des psys là-dessus, et le gars me dit, oui, si vous faites des personas, moi je vous recommande de faire avec des grands yeux, genre manga, parce que les gens sont plus gentils avec les personnages avec des grands yeux. J'ai pensé au personnage South Park qu'on utilise souvent dans la G, et je dis c'est déjà fait, trop tard, ils ont déjà eu l'idée. Voilà. Donc ça s'appelle Identifier Victim Effect. C'est-à-dire si on arrive à identifier une personne en tant qu'être humain, on va aider quelqu'un. Aider 1000 personnes, c'est épuisant. Et aider 1 million, on n'en parle pas. Donc il y a plein d'histoires extraordinaires de gens qu'on va aider. On excelle. Persona, user story, de l'empathie. Petite question, Marc est très timide, réservé, toujours prêt à rendre service, mais sans vraiment s'intéresser aux gens ou à la réalité. C'est une personnalité docile, méticuleuse, il a besoin d'ordre et de structure, se passionne pour les détails. Marc est-il plus susceptible de devenir bibliothécaire ou agriculteur? Eh ben non. Non, les gars, vous êtes des mecs de l'informatique, c'est agriculteur. Vous avez un rapport de 1 pour 40 entre les agriculteurs. Il y a 40 fois plus d'hommes agriculteurs que d'hommes bibliothécaires. Et on oublie souvent le taux de base. Le taux de base, c'est un truc que même les statisticiens, je vous rassure, l'oublient. Donc on raisonne un peu à l'un. On fait un shortcut et on se dit, oh, merde, on ne sait pas trop, peut-être une bibliothèque. Alors, une autre expérience qui, là, ça va illustrer la motivation. Ça s'appelle Bionicle Experience. Donc si quelqu'un me dit, j'ai pas compris, je vous remercie parce que je peux switcher un peu vite sur... Alors, on réunit les étudiants parce que les étudiants n'ont pas beaucoup de sous, hein, toujours pareil, on va leur donner un peu d'argent. Et on va leur dire, est-ce que tu aimes bien faire des Bionicles? Pour 3 $, je te demande, tu fais un Bionicle. Une fois que tu as fait le Bionicle, je vais te dire, est-ce que tu veux continuer? Tu dis oui, mais tu es payé un peu moins cher. Après, tu m'en as fait un deuxième, tu veux faire un peu moins. Comme ça, jusqu'à 10. D'accord? Donc ça, c'est la condition qu'on appelle normale. Ils ont expérimenté, donc il y a les mecs qui étaient avec leur Bionicle, j'en avais pris un tout à l'heure, je l'ai laissé là-bas. Il le met devant lui, le deuxième, le troisième, il est content, tout ça. Alors maintenant, ils ont inventé, ils sont un peu sadiques, ils ont inventé la Sisyphe condition. C'est-à-dire que le mec, il fait son premier Bionicle, est-ce que tu vas en faire un deuxième? Oui. Il en fait un deuxième, est-ce que tu vas en faire un deuxième? Oui. Ah, mais mon petit gars, il n'a pas assez de Bionicle. Je casse le premier devant toi, et je te le rends. D'accord. Donc, quel est l'effet sur la motivation, à votre avis? Donc, comme ils sont encore plus
pervers, je dirais un peu plus méchants, les expérimentateurs. Ils ont demandé à des mecs comme vous, vous êtes des consultants, à votre avis, quel va être l'impact sur la motivation? C'est-à-dire qu'au bout de combien de temps quelqu'un va s'arrêter plus rapidement qu'un autre qui faisait des bionicles. Donc généralement, les gens disent, bon, bah, il va s'arrêter 1 ou 2 bionicles avant. Et la réalité est la suivante, c'est 4. Ouais. Ah, on dit, ouais, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir déjà, vous le savez, hein, tout le monde, vous avez peut-être déjà travaillé sur des projets où vous avez bossé et on le balance directos, c'est un peu frustrant. Il y a quelque chose encore pire, c'est qu'il y a 2 cas de figure. Il y a ceux qui aiment les Lego et ceux qui n'aiment pas les Lego. Alors ceux qui aiment les bionicles, ils continuent très très loin. La première fois, ils aiment bien. 1, 2, 3, ils s'en foutent. De toute façon, il est payé pour rien. Il fera beaucoup de Lego. Mais ce qui va se passer, c'est que quand on les met dans la condition de Sisyphe, eh bien, ils vont s'arrêter au même moment que les autres qui n'aiment pas les Lego. C'est-à-dire que la démotivation est beaucoup plus importante pour les gens qui sont motivés et qui aiment leur boulot. Alors, je fais pratique agile, on a mis des personnes au cœur de l'agilité. Il faut aussi penser que la livraison, j'ai pas mis fréquente, est aussi une façon d'éviter ça, parce que il n'y a rien de plus frustrant d'avoir travaillé 6 mois, on livre et on balance le projet. Donc si on livre tous les 2 semaines, au moins on a accepté quelque chose, on a eu une livraison, et on a que 2 semaines qui est jetée à la poubelle. Alors maintenant, une deuxième expérience dans le même style, hein, je vais aller un petit peu plus vite, donc ça s'appelle même expérience, enfin je l'ai appelé même expérience. Où là on demande un truc encore plus stupide qui n'a aucun intérêt. On vous donne une feuille de papier avec des... Il y a des paires de S, et vous devez trouver les 10 paires de S, vous tournez, vous donnez à l'expérimentateur, et vous recevez dégressivement une rémunération, comme ça. Bon. Ça va? Vous avez compris le contexte? Donc maintenant, il y a 3 cas de figure. Le cas de figure où je reçois le papier, je fais... Le cas de figure, je m'en fous de ce que tu me donnes. Et le troisième cas de figure, je fous dans la broyeuse. Directos. Alors là, ce qui est étonnant, c'est l'écart. Alors on va voir que l'écart est le plus important que ça. C'est qu'il y a un écart énorme, et en fait, de broyeuse ou indifférence, ça ne change pas grand-chose. Hein. Et que il continue jusqu'à 15 cents, hein, le prix marginal de l'effort, et le Schrider, il arrête au bout de 30 cents. Ça arrête les conneries, moi je ne veux plus jouer. Donc, l'effet de reconnaissance, qui est absolument mineur dans cette expérience, d'accord, c'est pour une tâche mineure, a un impact énorme. Ou plutôt, l'effet de non-reconnaissance. D'accord? Donc dans Agile, on a des pratiques, célébration, un sprint review, où on a une reconnaissance du travail que l'on reçoit. Et cela, ça motive les équipes, ou plutôt ça ne démotive pas. Bon, un petit quiz, là on change, ça va? Non, j'ai encore 5 minutes, je crois. Donc, une balle de raquette de tennis vaut 110 €. Une raquette vaut 100 € de plus que la balle. Combien vaut la balle? 5. Ah, vous la connaissez. Non, c'est bon, tu le savais déjà? Ah ouais, lui il connaît déjà. Généralement, on a tendance à penser 10. Penser 5. Deuxième effet, l'effet Ikea. Bon, tout le monde a été chez Ikea, je ne fais pas le sketch de Gad Elmaleh, je ne fais pas son talent. Mais ils ont fait une expérimente où ils ont demandé à Jean de créer des origamis. Ils ont donné des feuilles pour leur expliquer comment faire des... Là, c'est une grue et puis une grenouille. Donc il y avait des amateurs, vous êtes là. Il y avait des professionnels qui étaient spécialistes d'origami, et il y avait des acheteurs, des non-créateurs. Et on leur demandait, par un système d'enchères assez particulier, on demandait aux gens d'estimer le prix de leur travail. Donc on va voir, il y a moi, je vais estimer le prix de mon travail. Je suis un amateur, je vais dire, oh, putain, je fais un origami, combien ça vaut, quoi. Ben, j'aurais tendance à estimer mon travail à 25 cents, 23 cents, alors que quelqu'un qui n'est pas créateur, c'est-à-dire qu'un acheteur, il me dit, c'est de la merde, mon truc, ça vaut 5 cents. Et ce qui est pire, c'est que j'ai tendance à évaluer mon travail au même niveau qu'un non-créateur, d'un professionnel. Donc l'effet Ikea, c'est la capacité que l'on a tous, hélas. D'ailleurs, j'ai fait une super présentation, là.
de surévaluer son travail. D'accord? Alors, il y a un truc très intéressant, moi, je trouve. Le fait d'impliquer les clients dans l'agile. Ben, le client est finalement partie prenante du projet. Alors, ça marche. Je vous demande la question, est-ce que ça marche parce que ça marche ou parce que le client est lui-même partie prenante du projet? Je ne sais pas. Et moi, je crois qu'il y a un effet IKEA dans certains projets. Je crois que vraiment, parfois, le client étant dedans, il est partie prenante, ça devient son œuvre. C'est sûrement quelque chose d'intéressant. Et sûrement bien. Bon, alors, un petit truc, livraison fréquente et feedback, si les feedbacks sont corrects. C'est une façon de diminuer l'effet IKEA. Ok? Parce que le feedback est une façon de diminuer de façon générale tous les biais cognitifs. Alors, tout ça, c'est inspiré d'un monsieur qui s'appelait Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, qui a montré que les marchés, les agents économiques n'étaient pas rationnels. Je vous le fais court. Donc il a dit, il y a deux systèmes. Vous avez le système 1 et le système 2. Alors le système 1, il est bien, il est rapide, instinctif, émotionnel, ça coûte pas cher en énergie, hein. On fait son shortcut, on va vite. C'est difficile à reconfigurer, c'est-à-dire que dans des équipes, l'émotion est difficile à reconfigurer. Ça apprend par l'expérience, et c'est bien souvent aux commandes. Plus qu'on croit, c'est le système 1 qui contrôle vos pensées, plus que vous ne croyez. J'espère que vous avez vu l'ancrage. Comment se fait-il que des gens rationnels, réfléchis, arrivent à des évaluations si différentes? Comment se fait-il qu'on n'est pas capable d'évaluer la performance, notre performance, notre travail? Comment se fait-il qu'on est prêt à donner plus d'argent à Rokia qu'à un joli rapport statistique? Le système 2, il est lent, réfléchi, il consomme de l'énergie. Donc ça veut dire qu'il faut mieux bosser sur les choses difficiles le matin que l'après-midi. Il apprend facilement, il est très théorique et il croit avoir raison. C'est le problème. Il n'a pas souvent raison. Un petit quiz. Alors moi c'est facile, vous êtes dans l'état d'esprit, il y a un piège. Donc Joe semblait avoir fait un mariage heureux. Il tue sa femme pour toucher l'assurance vie. Bon ça pourrait... Joe semblait avoir fait un mariage heureux, il tue sa femme. Quelle phrase semble la plus probable? Instinctivement. Non, maintenant, en probabilité, c'est la 2. Mais instinctivement, normalement, on se dit, bah ouais, c'est logique, il l'a tué parce qu'il y a une raison. Il y a parce que va donner de la valeur. La réponse c'est... Donc voilà, j'ai fait mon premier tour pour vous démontrer, premièrement, j'espère que j'y suis parvenu, qu'on n'est pas trop rationnel, ou qu'on est moins qu'on ne le croit, qu'il faut faire attention. Je vous donnerai des trucs pour éviter ça. Juste, je vais terminer rapidement sur des petits trucs. Un truc qui s'appelle Not Real Option. Je ne sais pas si les gens ont vu les conférences de Pascal sur Real Option. Il y a des gens qui ont vu ça. Donc là, c'est Not Real Option. Je vais vous donner un exemple. Il y avait ça, un bulletin d'abonnement à The Economist. C'est une histoire vraie. Hein. Donc, abonnement web $59, abonnement magazine $125, web plus magazine $125. Oh. Bon, lui, il a fait l'expérience, parce qu'ils n'ont pas pu voir les vrais chiffres de The Economist, disons qu'ils ont fait une expérimentation. Donc, je demande à les étudiants, web, c'est pas intéressant, d'accord? Et personne choisit le milieu. Donc, si l'option du milieu n'a pas d'intérêt, je la supprime. Et s'il n'a pas d'intérêt, ben, finalement, tout change. Bon, on en fait un autre. Mesdames, vous préférez Tom ou Jerry? Maintenant, Tom, Jerry, ou une version dégradée de Tom? Ben, généralement, on va préférer Tom. La même chose pour Jerry. On met un ugly Jerry, une version dégradée de Jerry. C'est Jerry qu'on va préférer en moyenne, bien évidemment. Donc, un conseil, si vous draguez, partez avec une version dégradée de vous-même. Il ne faut pas lui dire. Hein. Ok, vous lui dites. Là, ils ont fait l'expérience pareille. Ils ont demandé aux Américains une semaine à Rome ou à Paris. Tout frais payé. Tout payé. Alors, sauf ceux qui aiment Paris ou Rome, mais pour un Américain, Paris-Rome, c'est la même chose, hein, c'est en Europe. Alors, ils ont manipulé les gens, ils leur ont dit Rome ou
Rome sans café payé. C'est-à-dire, vous avez Rome, tout payé, Rome sans café payé le matin, ou Paris. Vous avez compris le principe, les gens ont plutôt choisi Rome. Vous faites la même chose avec Paris, les gens choisissent plutôt Paris. Donc ça, c'est un truc, vous avez deux options, vous voulez en fourguer une à un client, j'aimerais bien avoir des retours, hein, vraiment. Et vous mettez une option qui n'a pas vraiment de valeur, qui est une not real option, qui est juste dégradée, qui n'a pas tellement de sens, mais les gens vont commencer à faire de la comparaison. Les gens aiment comparer. Donc je reviens au planning poker, ça c'est quelque chose de très important. Not real option. Ok, la valeur n'a pas défini, mais elle définit le cadre. Bon. Alors, dernière chose, les Français sont très généreux en termes de dons d'organes. Les Danois, c'est une catastrophe. Les Hollandais, ça va un petit peu mieux. Voilà les vrais chiffres. Et je vous demande pourquoi. Eh bien, c'est la réponse par défaut. En Danemark et aux Pays-Bas, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour atteindre ce chiffre. C'est-à-dire que le gouvernement a dépensé de l'argent. Le choix par défaut, c'est non. C'est-à-dire qu'il faut que je dise, je veux donner mes organes. En France, c'est oui. Donc je dis, je ne veux pas donner mes organes. Donc tu n'es pas généreux. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que les gens arrivent à justifier rationnellement ces choix-là, dans chacun des pays. Chacun va trouver une bonne raison. Mais qu'en réalité, c'est la formalisation de la question, avec le choix par défaut, qui va dépendre, qui influe fondamentalement sur le résultat. Parce qu'il faut faire une action. Donc la conclusion est la chose suivante. Dans un environnement complexe, le cerveau va prendre un shortcut. Il va pas, s'il y a une option par défaut, il prendra l'option par défaut. En majorité des cas, de façon très significative. Dès que ça devient compliqué, on a tendance à se mettre en mode automatique. C'est ce qui explique la système 1, système 2. Voilà. C'est beaucoup plus important qu'on le croit. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a demandé aux gens, les gens ont trouvé des raisons. Hein. Je finis. Juste, bon, Obi-Wan est là. Soyez sages et utilisez la manipulation à bon escient. Conclusion. Je ne vous le fais pas là, mais je vais juste passer sur la conclusion. Comment éviter les biais cognitifs, très brièvement. Douter de vos intuitions. Douter de ses décisions. Bon, ça fait penser aux accords Toltec. Expérimenter. Mesurer. Ça fait penser... utiliser les feedbacks. Expérimenter, mesurer, utiliser les feedbacks. C'est quelque part être agile. Et c'est ça l'unique possibilité que vous avez d'éviter tous ces biais cognitifs. Mesurer. C'est un petit peu ce qu'on a fait au début. On a mesuré les lignes. On a caché pour voir la vraie couleur. On ne s'est pas fié à nos intuitions. Alors, dernière chose, et le biais de confirmation. Je ne sais pas si vous connaissez le biais de confirmation, c'est notre capacité de trouver les informations qui nous confirment dans nos décisions et dans nos opinions. Donc vous êtes à une conférence agile, je vous pose cette question, juste pour la fin. Voilà. Donc il y a pas mal de bouquins, je les ai tous lus. Ceux qui sont intéressés peuvent même prendre un cours de behavioral économique, qui est vachement sympa, sur 6 semaines, chaque année, online. Voilà, les questions, je crois que c'est... À la pause pour les questions. Voilà. Ouais, ce sera après, apparemment, la pause. Merci.